Il y a en ce moment même, quelque part dans l'immensité cosmique, peut-être à quelques années-lumière seulement, une civilisation qui écoute. Ils ont pointé leur télescope vers notre petit coin de la galaxie, captant peut-être les échos de nos premières transmissions radio, se demandant si quelqu'un leur répondra un jour. Ou peut-être sont-ils déjà morts depuis des millions d'années et nous écoutons des fantômes. Ou pire encore, peut-être qu'il n'y a personne, qu'il n'y a jamais eu personne, et que nous sommes absolument, terriblement seuls dans un univers de 2000 milliards de galaxies. Les mathématiques nous disent qu'ils doivent exister. La réalité nous hurle le contraire. Quelque part, entre ces deux vérités se cache l'un des mystères les plus angoissants que l'humanité ait jamais confrontés. Tu vas découvrir dans ce voyage 3 énigmes qui hanteront tes nuits. Premièrement, pourquoi, après 70 ans d'écoute intensive, nous n'avons jamais capté un seul murmure, un seul signal, une seule preuve qu'une autre intelligence existe quelque part là-haut. Deuxièmement, comment les probabilités mathématiques peuvent simultanément prouver que l'univers devrait grouiller de vie, que nous devrions être absolument seuls. Et troisièmement, ce que notre silence cosmique révèle sur le futur de notre propre espèce. Un futur qui pourrait être bien plus court que nous l'imaginons. Tu vas découvrir quelque chose ce soir qui te quittera pas le sommeil. Pas parce que c'est terrifiant dans le sens conventionnel, mais parce que ça remet en question tout ce que tu croyais comprendre sur notre place dans l'univers. Parce que les réponses possibles à cette question, toutes sans exception, sont profondément dérangeantes. Si te fascinent les mystères du cosmos, les questions qui nous dépassent, les énigmes qui nous rappellent à quel point nous sommes petits, alors reste ici, abonne-toi à cette chaîne, car nous allons explorer ensemble les recoins les plus obscurs de l'inconnu. Le voyage commence maintenant. On nous a toujours dit que l'univers était si vaste, si ancien, qu'il serait statistiquement impossible que nous soyons seuls. 2000 milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles, des planètes innombrables, des lunes glacées avec des océans souterrains, des mondes en zone habitable autour d'étoiles stables. Les chiffres sont tellement astronomiques qu'ils dépassent notre capacité même à les concevoir. 1 trillion de planètes potentiellement habitables rien que dans l'univers observable. Frank Drake, un astronome américain, a formulé en 1960 une équation qui est devenue célèbre. Une tentative de quantifier combien de civilisations extraterrestres technologiquement avancées pourraient exister dans notre galaxie. Rien que dans notre Voie lactée. Cette équation prenait en compte le taux de formation d'étoiles, la fraction de ces étoiles ayant des planètes, le nombre de planètes par système solaire dans la zone habitable, la fraction de ces planètes où la vie apparaît effectivement, la fraction où la vie devient intelligente, la fraction développant une technologie détectable, et finalement la durée pendant laquelle ces civilisations émettent des signaux détectables. Avec des estimations conservatrices, même très conservatrices, cette équation suggère qu'il devrait y avoir des milliers, peut-être des millions de civilisations dans notre seule galaxie. Et pourtant, le silence. Un silence absolu, total, écrasant. Pas un signal radio suspect. Pas une anomalie dans le spectre lumineux d'une étoile lointaine suggérant une mégastructure artificielle. Pas la moindre trace de manipulation planétaire à grande échelle. Rien qui ne puisse être expliqué par des phénomènes naturels. Cette contradiction a un nom. On l'appelle le paradoxe de Fermi, du nom du physicien Enrico Fermi, qui lors d'un déjeuner en 1950 a simplement demandé à ses collègues « Où sont-ils » ? Si l'univers grouille de vie, si les probabilités sont si écrasantes, alors où sont toutes ces civilisations ? Pourquoi ne les voyons-nous pas ? Pourquoi ne nous ont-elles pas contactés ? Cette question apparemment simple cache une terreur existentielle profonde, parce que chaque réponse possible est dérangeante à sa manière. Soit la vie est extraordinairement rare, et nous sommes presque seuls dans un univers mort et froid. Soit la vie est commune, mais devient systématiquement éteinte avant de pouvoir se répandre dans les étoiles. Soit les civilisations avancées existent, mais nous évitent délibérément. Soit elles sont là, tout autour de nous, et nous sommes simplement trop primitifs pour détecter leur présence. Pendant des décennies, nous avons recherché. Le projet SETI,
Search for Extraterrestrial Intelligence, a commencé en 1960 quand Drake a pointé un radiotélescope de 26 mètres vers deux étoiles proches, Tau Ceti et Epsilon Eridani, écoutant à des fréquences spécifiques pendant 4 mois. Rien. Depuis, le projet s'est étendu. Des dizaines de radiotélescopes, des millions d'heures d'écoute, des milliards de canaux de fréquences analysés. Des bénévoles du monde entier ont prêté la puissance de calcul de leurs ordinateurs pour analyser d'énormes quantités de données radio venant du cosmos. En août 1977, le radiotélescope Big Ear de l'Ohio a capté un signal si puissant, si inhabituel, que le scientifique qui l'a découvert sur les données imprimées a écrit « Waouh » dans la marge. Ce signal, venant de la direction de la constellation du Sagittaire, avait toutes les caractéristiques d'une transmission artificielle. Il durait 72 secondes, exactement la durée pendant laquelle le télescope pouvait pointer vers cette région du ciel avant que la rotation de la Terre ne le déplace. Sa fréquence était de 1420 MHz, proche de l'arrêt d'émission de l'hydrogène neutre. Une fréquence que les scientifiques considèrent comme universelle pour la communication interstellaire, car l'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers. Et puis plus rien. Malgré des centaines de tentatives pour retrouver ce signal, pointant vers la même région du ciel encore et encore, le silence est revenu. Était-ce une anomalie instrumentale ? Un phénomène naturel que nous ne comprenons pas encore ? Une transmission unique d'une source exotique ? Ou était-ce vraiment eux, une civilisation lointaine qui a émis un seul cri dans le vide avant de se taire à jamais ? Les optimistes parmi les scientifiques ont longtemps argumenté que nous cherchons simplement de la mauvaise manière, que nous écoutons les mauvaises fréquences, que nous regardons dans les mauvaises directions, que nous attendons le mauvais type de signal. Après tout, nous émettons nous-mêmes des signaux radio dans l'espace depuis à peine un siècle. Notre bulle de transmission radio s'étend sur seulement 100 années-lumière, un point microscopique dans une galaxie de 100 000 années-lumière de diamètre. Peut-être que les civilisations avancées n'utilisent plus les ondes radio, les considérant aussi primitives que nous considérons les signaux de fumée. Peut-être communiquent-elles par des neutrinos, des particules fantômes qui traversent la matière ordinaire comme si elles n'existaient pas. Peut-être ont-elles découvert comment manipuler l'espace-temps lui-même, envoyant des messages par des ondulations gravitationnelles si subtiles que nos détecteurs actuels ne peuvent les percevoir. Peut-être utilisent-elles des lasers extrêmement focalisés, des faisceaux si étroits que la probabilité qu'un d'entre eux pointe vers la Terre au moment exact où nous regardons dans cette direction est astronomiquement faible. Mais la réalité est beaucoup plus sombre, parce que même en tenant compte de toutes ces possibilités, même en admettant que nous ne savons pas comment chercher, un fait demeure incontournable. Dans un univers âgé de près de 14 milliards d'années, avec des galaxies qui se sont formées il y a plus de 13 milliards d'années, il devrait y avoir des civilisations qui nous précèdent de millions, voire de milliards d'années. Pense à ce que l'humanité a accompli en seulement 10 000 ans depuis l'invention de l'agriculture. En quelques siècles, nous sommes passés de la traction animale aux sondes spatiales explorant les confins du système solaire. En quelques décennies, nous sommes passés des premiers ordinateurs remplissant des pièces entières à des intelligences artificielles capables de battre les humains dans pratiquement tous les domaines cognitifs. Maintenant, extrapole cette croissance exponentielle sur 1 million d'années, sur 1 milliard d'années. Une civilisation avec seulement 1 million d'années d'avance sur nous ne serait pas simplement plus avancée. Elle serait littéralement indistinguable de la magie pour nos yeux primitifs. Elle aurait peut-être maîtrisé l'ingénierie stellaire, construisant des sphères de Dyson pour capturer toute l'énergie de leur soleil. Elle aurait peut-être colonisé des milliers de systèmes stellaires, créant un empire galactique visible à travers toute la galaxie. Elle aurait peut-être transcendé la matière organique elle-même, devenant des êtres de pure énergie ou d'information. Et pourtant, quand nous regardons la galaxie, nous ne voyons rien de tout cela. Pas de mégastructure bloquant la lumière des étoiles de manière inexplicable. Pas de signature thermique massive suggérant une utilisation d'énergie à l'échelle stellaire. Pas de modification planétaire visible, pas de terraformation, pas de signe de minage d'astéroïdes à échelle industrielle.
La galaxie semble être dans un état presque entièrement naturel, comme si personne n'avait jamais été là. En 2015, une étoile appelée KIC 8462852, plus connue sous le surnom d'étoile de Tabi, du nom de l'astronome Tabeta Boyajian qui l'a étudiée, a montré des fluctuations de luminosité bizarres captées par le télescope spatial Kepler. Cette étoile, située à 1480 années-lumière de la Terre, s'assombrissait de manière irrégulière, parfois perdant jusqu'à 22% de sa luminosité. Un obscurcissement bien trop important pour être causé par une planète en transit. Les spéculations ont explosé. Était-ce une sphère de Dyson en construction? Une mégastructure artificielle construite par une civilisation de type 2 sur l'échelle de Kardashev? Les médias se sont emparés de l'histoire, l'imagination collective s'est enflammée. Enfin, peut-être une preuve, mais l'analyse approfondie a révélé une explication plus prosaïque, probablement un nuage de comètes fragmentées ou de la poussière dans un disque circumstellaire. Encore une fois, le phénomène étrange avait une cause naturelle. Encore une fois, l'univers nous rappelait que nous sommes seuls. Cette répétition constante de faux espoirs suivie de déceptions a créé une fatigue particulière dans la communauté scientifique. Chaque anomalie prometteuse finit par avoir une explication naturelle. Chaque signal intrigant se révèle être une interférence terrestre ou un phénomène astrophysique mal compris. Le filtre entre l'espoir et la réalité devient de plus en plus fin, de plus en plus douloureux à traverser. Mais peut-être que le silence lui-même est un message. Peut-être que l'absence de preuve est, dans ce cas, une forme terrible de preuve. Preuve que quelque chose empêche systématiquement les civilisations d'atteindre le stade où elles deviennent détectables à travers l'espace interstellaire. Quelque chose que nous appelons le grand filtre. Cette hypothèse suggère qu'il existe une étape, quelque part dans l'évolution d'une espèce de molécule simple à civilisation interstellaire qui est extrêmement difficile à s'affranchir. Un goulot d'étranglement si étroit que presque aucune civilisation ne le traverse. La question terrifiante est, ce filtre est-il derrière nous ou devant nous? Si le filtre est derrière nous, cela signifie que l'étape difficile était l'émergence de la vie elle-même, ou peut-être l'évolution de la vie multicellulaire, ou l'apparition de l'intelligence. Dans ce scénario, nous sommes incroyablement chanceux d'avoir franchi ces étapes. Et la galaxie est effectivement vide, parce que la vie intelligente est extraordinairement rare. C'est presque rassurant, d'une certaine manière. Cela signifie que le difficile est derrière nous, et notre futur parmi les étoiles est probable. Mais si le filtre est devant nous, alors nous avons un problème catastrophique. Cela signifierait que l'univers est peut-être rempli de ruines, de civilisations mortes, qui ont toutes rencontré le même obstacle insurmontable. Peut-être qu'elles se détruisent systématiquement avec des armes nucléaires ou biologiques ou des technologies encore plus dévastatrices que nous n'avons pas encore inventées. Peut-être qu'elles épuisent leurs ressources planétaires avant de développer le voyage interstellaire. Peut-être qu'elles créent des intelligences artificielles qui les exterminent. Peut-être qu'il y a une limite physique fondamentale au voyage interstellaire que nous n'avons pas encore découverte. Dans ce scénario, chaque civilisation arrive au même point que nous, regarde vers les étoiles avec espoir, développe sa technologie et puis disparaît, éteinte par sa propre main ou par un phénomène universel qu'elle ne peut éviter. Et le silence que nous entendons n'est pas l'absence de vie, mais l'écho de millions de fins, de millions de civilisations qui ont échoué exactement là où nous nous trouvons maintenant. Le fait que nous n'ayons trouvé personne pourrait donc être la pire nouvelle possible. Cela pourrait signifier que nous regardons notre propre futur quand nous regardons le vide cosmique, que le silence n'est pas un mystère à résoudre, mais un avertissement à comprendre, que quelque part devant nous, dans les décennies ou siècles à venir, nous attendons un obstacle que presque personne ne franchit jamais. Il y a aussi une possibilité encore plus dérangeante, une idée qui remet en question la nature même de la réalité. L'hypothèse du zoo ou de la quarantaine suggère que les civilisations avancées existent, mais nous observent délibérément sans interférer, comme des scientifiques étudiant une fourmilière. Peut-être sommes-nous dans une réserve galactique, protégée et isolée jusqu'à ce que nous atteignions un certain niveau de maturité. Peut-être y a-t-il des règles, des lois cosmiques que les civilisations avancées suivent,
interdisant le contact avec des espèces primitives comme la nôtre. Ou peut-être, et c'est l'idée la plus vertigineuse, vivons-nous dans une simulation créée par une civilisation post-singularité. Et le reste de l'univers est intentionnellement vide parce que simuler des milliards de civilisations serait computationnellement trop coûteux. Le silence cosmique serait alors simplement une économie de ressources de calcul, une optimisation du code de notre réalité artificielle. Chaque nuit, quand tu lèves les yeux vers le ciel étoilé, tu vois des milliers de soleils, chacun potentiellement entouré de planètes. Chacune de ces planètes pourrait avoir eu la vie, pourrait avoir développé l'intelligence, pourrait avoir construit des civilisations qui regardaient leur propre ciel en se posant les mêmes questions que nous. Et toutes ces civilisations sont maintenant silencieuses. Partie 3. L'analyse des exoplanètes découvertes depuis les années 1990 révèle un cosmos encore plus étrange et inhospitalier que ce que nous avions imaginé. Chaque nouvelle découverte semblait initialement promettre des mondes potentiellement habitables, mais l'examen détaillé a systématiquement révélé des environnements cauchemardesques qui redéfinissent notre compréhension de ce qui est possible dans l'univers. La première exoplanète confirmée autour d'une étoile de type solaire a été découverte en 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz. Ils l'ont nommée 51 Pégasi B et elle a immédiatement brisé tous les modèles théoriques de formation planétaire existants. Cette planète, approximativement la moitié de la masse de Jupiter, orbite son étoile en seulement 4,2 jours terrestres, à une distance de seulement 7,5 millions de kilomètres. Pour contexte, Mercure, la planète la plus proche de notre Soleil, orbite à 58 millions de kilomètres et prend 88 jours pour compléter une orbite. Cette découverte a créé une nouvelle catégorie, les Jupiters chauds, des géantes gazeuses massives verrouillées dans des orbites rapprochées infernales autour de leurs étoiles, avec des températures de surface dépassant 1000 degrés Celsius. Ces planètes ne devraient pas exister là où elles se trouvent. Les géantes gazeuses se forment normalement dans les régions extérieures froides des systèmes planétaires où les glaces peuvent s'accumuler. La théorie actuelle suggère qu'elles se forment loin, puis migrent vers l'intérieur, leur gravité massive perturbant et éjectant tout sur leur passage. Imagine ce que signifie cette migration pour d'éventuelles planètes terrestres. Un Jupiter chaud en transit vers son étoile agirait comme une boule de démolition cosmique, déstabilisant les orbites de toutes les planètes rocheuses intérieures, les précipitant dans l'étoile ou les éjectant dans l'espace interstellaire glacé. Les systèmes avec des Jupiters chauds sont essentiellement des cimetières subplanétaires, les ruines de ce qui aurait pu être des systèmes solaires stables. HD 89733b, découverte en 2009, présente une orbite si excentrique qu'elle plonge périodiquement vers son étoile avant de s'en éloigner dans une ellipse extrême. Durant son approche la plus proche, les températures de surface atteignent 1700 degrés Celsius, suffisant pour vaporiser le fer. Durant son éloignement maximum, elle chute à près de 400 degrés. Cette planète subit des variations thermiques plus extrêmes en quelques jours que la Terre n'en connaît en toutes ses saisons combinées. Aucune atmosphère ne pourrait rester stable dans de telles conditions. Les vents atmosphériques atteindraient des vitesses hypersoniques alors que l'air se précipite du côté brûlant vers le côté moins chaud, créant des tempêtes permanentes d'une violence inimaginable. WASP-12b illustre un destin encore plus sombre. Cette planète orbite si proche de son étoile qu'elle complète une révolution en seulement 26 heures. Mais plus terrifiant encore, elle se rapproche progressivement, spiralant lentement vers sa destruction. Les forces de marée entre la planète et son étoile créent des frictions qui dissipent l'énergie orbitale. Les astronomes calculent qu'elle s'écrasera dans son étoile dans environ 10 millions d'années, une durée qui semble longue à l'échelle humaine, mais qui est un clin d'œil cosmique. Nous observons une exécution au ralenti, une planète condamnée vivant ses derniers moments sur une échelle de temps géologique. Mais les découvertes les plus perturbantes sont peut-être celles de planètes qui ressemblent superficiellement à la Terre, mais qui révèlent des horreurs subtiles lors d'un examen plus approfondi. Kepler 78 STO, découverte en 2013, était initialement saluée comme l'une des exoplanètes les plus semblables
à la Terre jamais trouvée. Environ 20% plus grande que la Terre, en orbite dans la zone habitable de son étoile, une naine orange légèrement plus petite et plus froide que le Soleil. Les premières analyses suggéraient même la présence possible d'eau à la surface. Puis, les observations de suivi ont commencé à révéler les détails. L'étoile haute, bien que plus calme que les naines rouges, émet toujours des éruptions significatives. La planète orbite son étoile tous les 130 jours, ce qui signifie qu'elle est beaucoup plus proche que la Terre ne l'est du Soleil. Cette proximité suggère qu'elle pourrait être partiellement ou totalement verrouillée par effet de marée. Les modèles climatiques d'une planète verrouillée par effet de marée avec une atmosphère montrent des scénarios troublants. Un hémisphère en jour perpétuel si chaud que les océans s'évaporent, créant une atmosphère épaisse de vapeur d'eau. L'autre hémisphère en nuit éternelle, si froid que cette vapeur condense et gèle, créant des glaciers massifs. Entre les deux, une bande crépusculaire étroite où les températures sont modérées, mais où des vents d'une violence inouïe soufflent constamment du côté chaud, vers le côté froid. Même si une telle planète supportait la vie dans cette zone crépusculaire, cette vie serait confinée à une bande étroite, bombardée par des tempêtes éternelles, vivant à la frontière entre deux extrêmes mortels. Et l'instabilité inhérente de cette configuration signifie que de petits changements dans l'atmosphère ou l'orbite pourraient basculer toute la planète dans un état inhabitable. Gliese 581 semblait être une candidate encore meilleure. Découverte en 2007 autour d'une naine rouge à 20 années-lumière, elle était annoncée comme potentiellement la première planète véritablement habitable découverte en dehors de notre système solaire. Mais la controverse a rapidement suivi. Certaines équipes ne pouvaient pas confirmer son existence, suggérant que le signal était du bruit dans les données. Le débat a fait rage pendant des années jusqu'à ce qu'en 2014, des analyses plus sophistiquées confirment finalement qu'elle existait probablement. Mais même si elle existe, les défis restent immenses. Son étoile haute est une naine rouge, avec tous les problèmes associés mentionnés précédemment. Les éruptions stellaires, le verrouillage par effet de marée, la radiation. De plus, les observations spectroscopiques suggèrent que cette étoile a une activité magnétique intense, produisant des vents stellaires bien plus forts que le vent solaire de notre Soleil. Ces vents de particules chargées frapperaient constamment toute planète proche, arrachant progressivement son atmosphère sur des millions d'années. Mars a perdu son atmosphère de cette manière, mais au moins Mars était protégé par la distance du Soleil. Une planète en orbite proche d'une naine rouge active subirait un assaut bien plus intense. Les super-Terres, des planètes rocheuses significativement plus massives que la Terre, présentent leurs propres énigmes. Kepler 10c, découverte en 2014, a 17 fois la masse de la Terre. Une planète si massive qu'elle défie la compréhension. Sa gravité de surface serait presque 3 fois celle de la Terre. Tout organisme tentant de vivre là devrait avoir des structures de soutien extraordinairement robustes simplement pour se tenir debout. L'évolution favoriserait des formes basses, trapues, écrasées par leur propre poids. Mais la gravité affecte aussi l'atmosphère. Une super-Terre massive retiendrait son atmosphère avec une force terrifiante, créant potentiellement une enveloppe atmosphérique extrêmement épaisse et dense. La pression atmosphérique à la surface pourrait être des dizaines ou des centaines de fois supérieure à celle de la Terre. Sur Vénus, la pression de surface est 90 fois celle de la Terre, équivalente à être sous 900 mètres d'eau. Sur une super-Terre massive, elle pourrait être bien pire. Toute vie là-bas devrait évoluer dans ce qui est essentiellement un océan d'air super dense, une existence complètement étrangère à notre expérience. La tectonique des plaques, ce processus qui sur Terre recycle les matériaux de la croûte, régule le dioxyde de carbone atmosphérique et maintient le climat stable sur des échelles de temps géologiques, pourrait ne pas fonctionner sur les super-Terres. La gravité accrue créerait une pression interne si intense que la croûte pourrait être trop rigide pour se briser en plaques mobiles. Sans tectonique des plaques, le volcanisme serait différent, le recyclage des nutriments altéré, la régulation climatique à long terme compromise. Les observations de Trappistin, un système stellaire à 39 années-lumière découvert en 2015 puis étudié intensivement, illustrent à la fois l'espoir
et le désespoir de la recherche de mondes habitables. Ce système contient 7 planètes de taille terrestre, dont 3 dans la zone habitable. Sur le papier, c'est extraordinaire. 3 chances dans un seul système. Mais Trappistin est une naine rouge ultra froide, seulement 8% de la masse du Soleil, à peine plus chaude que la limite inférieure pour qu'une étoile puisse fusionner l'hydrogène. Les 7 planètes orbitent incroyablement près. La plus éloignée complète son orbite en seulement 19 jours. Elles sont toutes presque certainement verrouillées par effet de marée. Les observations du télescope spatial Hubble et maintenant du télescope spatial James Webb ont commencé à analyser leurs atmosphères. Les résultats préliminaires sont décourageants. Plusieurs planètes semblent avoir des atmosphères très fines ou même absentes, possiblement arrachées par l'intense radiation de leur étoile durant sa jeunesse violente. De plus, les planètes sont si proches les unes des autres que leurs gravités interagissent significativement. Cela crée une résonance orbitale complexe, belle mathématiquement, mais potentiellement déstabilisante à long terme. Les simulations à long terme suggèrent que sur des échelles de millions à milliards d'années, ce système pourrait devenir chaotique, avec des planètes éjectées ou précipitées dans leur étoile. C'est un système jeune en termes cosmiques, peut-être trop jeune pour que la vie ait eu le temps d'évoluer, et possiblement condamné avant que cela ne puisse arriver. Chaque système planétaire que nous découvrons renforce une réalité troublante. Notre système solaire, avec ses orbites stables et circulaires, sa géante gazeuse protectrice bien positionnée, sa planète habitable dans la zone tempérée, n'est pas la norme mais l'exception. La plupart des systèmes planétaires sont chaotiques, violents, instables, des Jupiters chauds déchirant leur système, des planètes sur des orbites excentriques sauvages, des systèmes stellaires multiples où les planètes sont éjectées par des interactions gravitationnelles complexes. Maintenant, ajoutons à cette image la violence intrinsèque de l'univers lui-même. Les événements cataclysmiques qui se produisent régulièrement à l'échelle galactique et qui rendraient toute vie évoluée vulnérable, exposée, susceptible d'être effacée en un instant cosmique. Les sursauts gamma représentent peut-être la menace la plus terrifiante. Ces explosions sont les événements les plus énergétiques connus dans l'univers depuis le Big Bang lui-même. Elles se produisent quand des étoiles massives, au moins 20 à 30 fois la masse du Soleil, arrivent à la fin de leur vie et s'effondrent catastrophiquement en trous noirs ou en étoiles à neutrons. Dans les quelques secondes de l'effondrement, elles émettent plus d'énergie que le Soleil n'en produira durant toute sa vie de 10 milliards d'années. Cette énergie est concentrée en 2 jets étroits émergeant des pôles de l'étoile en rotation, voyageant à 99,9% de la vitesse de la lumière. Si l'un de ces jets pointe vers la Terre, même depuis l'autre côté de la galaxie, les conséquences se seraient cataclysmiques. Le sursaut gamma GRB 0803, un 9B, détecté le 19 mars 2008, s'est produit à 7 milliards et demi d'années-lumière. Malgré cette distance inconcevable, il était visible à l'œil nu pendant quelques secondes, l'objet le plus lointain jamais observé sans télescope. Un sursaut gamma à 1000 années-lumière pointant vers nous déposerait environ 100 kJ d'énergie par mètre carré dans la haute atmosphère terrestre. Cela ne semble peut-être pas énorme, mais cette radiation serait sous forme de rayons gamma de haute énergie qui déchireraient les molécules atmosphériques, créant des oxydes d'azote en quantité massive. Ces oxydes détruiraient la couche d'ozone en quelques semaines, éliminant la protection de la Terre contre le rayonnement ultraviolet solaire. La vie à la surface serait exposée à des doses mortelles d'UV. Les océans, base de la chaîne alimentaire via le phytoplancton photosynthétique, subiraient un effondrement écologique. Les scientifiques pensent que l'extinction de l'ordovicien silurien il y a 445 millions d'années, qui a éradiqué 85% des espèces marines, pourrait avoir été causée par un sursaut gamma. Les sursauts gamma se produisent dans notre galaxie environ une fois par million d'années. La Voie lactée a 100 000 années-lumière de diamètre, offrant beaucoup d'espace, mais la plupart des étoiles, et donc la plupart des sursauts, se concentrent dans un disque de seulement 1000 années-lumière d'épaisseur. Notre Soleil orbite dans ce disque,
sur les 4,5 milliards d'années d'existence de la Terre, il y a probablement eu des dizaines de sursauts gamma à proximité dangereuse. Nous avons eu de la chance, ou nos ancêtres ont survécu à travers des goulots d'étranglement évolutif que nous ne comprenons pas encore complètement. Pour toute civilisation tentant d'évoluer dans la galaxie, les sursauts gamma représentent une menace existentielle aléatoire et imprévisible. Une civilisation pourrait prospérer pendant des millions d'années, développer une technologie avancée, commencer à explorer son système stellaire, et puis en quelques secondes, sans avertissement, être stérilisée par une explosion survenue à des milliers d'années-lumière. Il n'y a pas de défense possible, pas de bouclier contre des rayons gamma à cette échelle d'énergie. La seule protection est la chance, être ailleurs quand cela arrive. Les supernovas ordinaires, bien que moins énergétiques que les sursauts gamma, présentent aussi des risques significatifs. Une supernova à 30 années-lumière déposerait suffisamment de radiation pour causer des dommages biologiques graves. Bételgeuse, une supergéante rouge dans la constellation d'Orion à environ 550 années-lumière, explosera en supernova à un moment donné dans les prochains 100 000 ans. Quand elle le fera, elle brillera aussi intensément que la pleine lune dans notre ciel pendant des semaines. Mais à cette distance, nous sommes en sécurité. Le véritable danger viendrait d'une supernova bien plus proche, et statistiquement, cela arrive. Aika Pegasi, à environ 150 années-lumière, est un système binaire contenant une naine blanche qui pourrait devenir une supernova de type Ia, si elle accumule suffisamment de matière de son étoile compagne. Spica, à 260 années-lumière, est une étoile massive qui finira probablement en supernova. Ces événements sont dans notre voisinage cosmique assez proches pour que leurs effets soient ressentis sur Terre, bien que probablement pas assez pour causer une extinction totale. Mais imagine une civilisation moins chanceuse, évoluant sur une planète dans un amas d'étoiles denses, où les supernovas sont bien plus fréquentes. Les amas globulaires, ces sphères denses de centaines de milliers d'étoiles, ont des densités stellaires des milliers de fois supérieures au voisinage solaire. Les étoiles y sont si proches que les rencontres stellaires proches sont communes, perturbant les systèmes planétaires. La radiation de fond provenant de toutes ces étoiles serait intense. Les supernovae dans un amas globulaire irradieraient régulièrement toutes les planètes de l'amas. Aucune vie complexe ne pourrait probablement évoluer dans de tels environnements. Cela élimine des portions entières de la galaxie comme inhospitalières à la vie à long terme. Les amas globulaires, le bulbe galactique central, où les étoiles sont densément emballées. Les régions de formation stellaire active, où les jeunes étoiles massives explosent régulièrement. La zone habitable galactique, la région où la vie complexe peut évoluer et survivre assez longtemps pour développer l'intelligence, est bien plus restreinte que la galaxie entière. Partie 4. Les collisions entre galaxies représentent un type de violence cosmique d'une échelle presque impossible à conceptualiser. Notre propre Voie lactée est actuellement en train de cannibaliser plusieurs galaxies naines, les déchirant gravitationnellement et absorbant leurs étoiles. Mais cela n'est rien comparé à ce qui approche. Dans environ 4 milliards d'années, la galaxie d'Andromède, actuellement à 2,5 millions d'années-lumière, entrera en collision avec la Voie lactée dans un balai gravitationnel qui durera des milliards d'années. Les simulations de cet événement montrent un chaos inimaginable. Les deux galaxies se traverseront mutuellement, leur champ gravitationnel distordant leur forme spirale élégante en filaments étirés de matière. Elles se sépareront, ralentiront, puis se rapprocheront à nouveau pour une deuxième collision. Ce processus se répétera plusieurs fois sur des milliards d'années. Milliards d'années jusqu'à ce que finalement les deux galaxies fusionnent en une seule galaxie elliptique géante que les astronomes ont surnommée Milkomeda. Durant ces collisions, les étoiles individuelles n'entreront presque jamais directement en collision car les distances entre elles sont énormes comparées à leur taille. Mais leurs orbites seront dramatiquement perturbées. Des étoiles actuellement en orbite stables et circulaires seront jetées sur des trajectoires elliptiques sauvages ou même éjectées complètement des galaxies dans l'espace intergalactique. Les systèmes planétaires seront déstabilisés. Les planètes pourront être arrachées de leurs étoiles par les forces de marée gravitationnelles, transformées en mondes errants, dérivant dans le vide interstellaire glacé.
Pour toute civilisation existant durant ces collisions, les conséquences seraient existentiellement terrifiantes. Imagine regarder le ciel nocturne et voir non pas la bande diffuse de la Voie lactée, mais une autre galaxie entière approchant, grandissant nuit après nuit, année après année, jusqu'à remplir la moitié du ciel. Les perturbations gravitationnelles pourraient envoyer des nuages de comètes de la périphérie du système planétaire vers les planètes intérieures, augmentant dramatiquement le taux d'impact catastrophique. Les collisions galactiques déclencheuses aussi d'intenses périodes de formation stellaire. Quand les nuages de gaz moléculaires des deux galaxies entrent en collision, ils se compriment, s'effondrent et forment des millions de nouvelles étoiles en quelques millions d'années. Ces sursauts de formation stellaire créent des populations d'étoiles massives qui vivent vite et meurent jeunes en supernova. Une galaxie en collision devient un champ de tir cosmique avec des supernovas explosant des centaines de fois plus fréquemment que dans une galaxie calme. NGC 4676, photographié par le télescope spatial Hubble, montre deux galaxies en pleine collision. L'image révèle des bras spiraux déchiquetés, des ponts de matière étirés entre les deux galaxies et d'intenses régions bleues de formation stellaire où des millions d'étoiles nouvelles naissent dans le chaos. Les antennae NGC 4038 et NGC 4039 montrent une collision encore plus avancée, avec deux longues queues de matière éjectées s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière, des résidus stellaires abandonnés alors que les noyaux galactiques fusionnent. Dans ces environnements violents, quelle est la probabilité qu'une civilisation survive assez longtemps pour développer le voyage interstellaire et échapper à la destruction? Les collisions galactiques durent des milliards d'années, mais les périodes de perturbation maximale, quand les taux de supernova explosent et les orbites stellaires deviennent chaotiques, durent des centaines de millions d'années. C'est plus long que toute l'existence des dinosaures sur Terre. Une civilisation devrait soit survivre à cette période, ou avoir déjà développé les moyens d'évacuer vers des régions plus calmes de la galaxie fusionnante. Les trous noirs, supermassifs au centre des galaxies, ajoutent une autre dimension de terreur. Pratiquement toutes les grandes galaxies contiennent un trou noir supermassif en leur cœur. Sagittarius. A étoile, le trou noir au centre de la Voie lactée, a une masse de 4 millions de fois celle du Soleil. Andromède en contient un encore plus massif, environ 100 millions de masses solaires. Quand les deux galaxies fusionneront, ces deux monstres gravitationnels spiraleront l'un vers l'autre et finalement fusionneront eux-mêmes. Cette fusion de trous noirs supermassifs sera l'un des événements les plus énergétiques possibles dans l'univers. Elle produira des ondulations dans l'espace-temps lui-même, des ondes gravitationnelles si puissantes qu'elles seront détectables à travers tout l'univers observable. Durant les dernières secondes, avant la fusion, les deux trous noirs orbiteront l'un autour de l'autre à une fraction significative de la vitesse de la lumière, convertissant une masse équivalente à des millions de soleils en pure énergie gravitationnelle. Toute étoile ou planète trop proche de cet événement serait probablement détruite. Les forces de marée à proximité de trous noirs en fusion de cette taille déchireraient littéralement les objets stellaires. Même à des distances de milliers d'années-lumière, les effets pourraient être significatifs. Les ondes gravitationnelles passeraient, étirant et compressant rythmiquement l'espace lui-même, bien que probablement pas assez pour causer des dommages physiques directs à cette distance. Mais les trous noirs supermassifs sont dangereux bien avant de fusionner. Quand ils se nourrissent, accrétant de la matière des étoiles et du gaz environnant, ils deviennent des quasars, les objets les plus lumineux de l'univers. Un quasar typique émet plus de lumière que 1000 galaxies entières combinées. Toute cette énergie provenant d'une région plus petite que notre système solaire. Cette radiation intense est dirigée en jets perpendiculaires au disque d'accrétion. Des faisceaux de particules accélérées à presque la vitesse de la lumière s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière dans l'espace intergalactique. Si un de ces jets pointait vers une planète habitée, même à des dizaines de milliers d'années-lumière, les conséquences seraient catastrophiques. La radiation détruirait l'atmosphère, tuerait toute vie à la surface, stériliserait complètement la planète. Les quasars étaient bien plus communs dans l'univers jeune, quand les trous noirs supermassifs se formaient et se nourrissaient voracement.
Aujourd'hui, ils sont rares car la plupart des trous noirs supermassifs ont épuisé le gaz facilement accessible dans leur voisinage galactique. Mais lors des collisions galactiques, de grandes quantités de gaz sont canalisées vers les centres galactiques, rallumant les trous noirs en quasars temporaires. NGC 6240, catalogué par Hubble, montre un quasar actif au centre d'une galaxie elliptique. Les observations en rayon X révèlent des jets massifs émergeant du noyau galactique, chauffant le gaz intergalactique environnant à des millions de degrés. Toute civilisation dans cette galaxie, particulièrement près du centre, ferait face à un environnement de radiation mortelle qui persisterait pendant des millions d'années. Les magnétars, un type d'étoile à neutrons avec des champs magnétiques 1 million de milliards de fois plus forts que celui de la Terre, représentent une autre forme de violence stellaire extrême. Ces objets, typiquement seulement 20 km de diamètre, tournent sur eux-mêmes plusieurs fois par seconde, leurs champs magnétiques tordus générant d'énormes quantités d'énergie. Périodiquement, ces champs se réalignent violemment dans des événements appelés tremblements d'étoiles, libérant en quelques dixièmes de seconde plus d'énergie que le Soleil n'en émet en 100 000 ans. Le 27 décembre 2004, un magnétar appelé SGR 1806-20, situé à 50 000 années-lumière dans une galaxie satellite de la Voie lactée, a émis un gigantesque éclair de rayons gamma et rayons X. Malgré l'immense distance, cette éruption a affecté l'ionosphère terrestre, perturbant temporairement les communications radio. Si un tel événement s'était produit à 1000 années-lumière au lieu de 50 000, les effets sur la biosphère terrestre auraient été dévastateurs, probablement déclenchant une extinction de masse. Les magnétars sont rares, peut-être seulement quelques dizaines dans toute la Voie lactée, mais ils illustrent que même des objets petits et apparemment morts peuvent abriter une violence extraordinaire. Pour une civilisation malchanceuse évoluant dans un système stellaire proche d'un magnétar, le danger serait constant. Chaque éruption imprévisible baignerait leur planète dans des radiations létales. Le développement de vie complexe serait probablement impossible, les mutations induites par radiation dépassant la capacité de l'évolution à les filtrer. Les étoiles hypervéloces, éjectées des centres galactiques par des interactions avec les trous noirs supermassifs, traversent la galaxie à des vitesses dépassant 1000 km par seconde. Ces étoiles, lancées comme des projectiles cosmiques, ont été accélérées par des rencontres gravitationnelles si intenses qu'elles ont acquis suffisamment de vitesse pour échapper complètement à la gravité galactique. Une étoile hypervéloce passant à proximité d'un système planétaire habité pourrait gravitationnellement perturber les orbites planétaires, potentiellement éjectant des planètes dans l'espace interstellaire ou les précipitant dans leur étoile. HE0 43 7-5 439, découverte en 2005, voyage à 723 km par seconde par rapport au centre galactique, si vite qu'elle quittera éventuellement la Voie lactée pour dériver dans l'espace intergalactique. Les simulations suggèrent qu'elle a été éjectée du centre galactique après qu'un système binaire d'étoiles s'est trop approché de Sagittarius A étoile. Le trou noir a capturé une étoile et éjecté l'autre avec une violence inimaginable. Imagine être une civilisation sur une planète en orbite autour d'une étoile hyper véloce. Ton ciel nocturne changerait dramatiquement sur des échelles de temps relativement courtes, à mesure que ton étoile traverse différentes régions de la galaxie. Tu pourrais passer de régions calmes à des régions de formation stellaire intensive, avec des risques accrus de supernova. Finalement, ton étoile quitterait complètement la galaxie, et tu te retrouverais dans le vide intergalactique, où les galaxies voisines ne seraient que de faibles taches de lumière dans un ciel essentiellement vide. L'isolement absolu, coupé de toute possibilité de contact avec d'autres civilisations, dérivant pour des milliards d'années dans l'obscurité cosmique. Les nuages moléculaires géants, les pouponnières stellaires de la galaxie, présentent aussi des dangers. Ces structures massives, contenant des millions de masses solaires de gaz et de poussière, s'étendent sur des centaines d'années-lumière. Quand le système solaire traverse un de ces nuages, ce qui arrive environ toutes les quelques centaines de millions d'années, les conséquences pour le climat terrestre peuvent être significatives. Le nuage interstellaire local, une région de gaz légèrement plus dense que l'espace interstellaire environnant, entoure actuellement le système solaire. Nous sommes dedans depuis environ 100 000 ans et y resterons pendant encore quelques dizaines de milliers d'années.
Ce nuage est relativement ténu, mais des nuages bien plus denses existent. Traverser un nuage moléculaire géant dense pourrait augmenter le flux de rayons cosmiques atteignant la Terre, avec des effets potentiels sur le climat et les taux de mutation. Plus dramatiquement, la densité accrue de matière interstellaire pourrait affecter l'héliosphère, la bulle protectrice créée par le vent solaire qui protège les planètes intérieures des rayons cosmiques. Si l'héliosphère se comprimait significativement, la Terre serait exposée à des niveaux bien plus élevés de radiation cosmique, augmentant potentiellement les taux de cancer et affectant l'atmosphère. Les simulations suggèrent que la Terre a traversé plusieurs nuages denses dans son histoire, et certains scientifiques ont spéculé que cela pourrait être corrélé avec des périodes de glaciation. L'augmentation des rayons cosmiques pourrait ensemencer plus de nuages dans l'atmosphère, augmentant l'albédo terrestre et refroidissant la planète. Cette hypothèse reste controversée, mais elle illustre que même notre passage à travers différentes régions de la galaxie peut avoir des conséquences climatiques. Pour une civilisation tentant de se développer, tous ces dangers représentent des menaces existentielles récurrentes sur des échelles de temps géologiques. Une planète peut être parfaite, avec toutes les bonnes conditions pour la vie, mais si elle se trouve dans la mauvaise région de la galaxie, ou si son étoile est sur une orbite qui la conduit régulièrement à travers des régions dangereuses, la vie complexe pourrait ne jamais avoir la chance de se développer pleinement. Les astronomes ont cartographié la densité stellaire, la fréquence des supernovas, la distribution des nuages moléculaires et les flux de radiation à travers la galaxie. Cette cartographie révèle que la zone habitable galactique, la région où les conditions sont optimales pour le développement de vie à long terme, est un anneau relativement étroit entre environ 20 000 et 25 000 années-lumière du centre galactique. Trop proche du centre, et les dangers de radiation, de supernovas fréquentes et de perturbations gravitationnelles augmentent dramatiquement. Trop loin, et la métallicité stellaire diminue. La métallicité, dans le jargon astronomique, désigne l'abondance d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Ces éléments lourds, carbone, oxygène, silicium, fer, sont essentiels pour former des planètes rocheuses et pour la chimie de la vie. Ils sont créés dans les noyaux des étoiles massives et dispersés dans l'espace quand ces étoiles explosent en supernova. Les régions extérieures de la galaxie, plus loin du centre, ont connu moins de générations de formations stellaires et donc ont moins d'éléments lourds disponibles. Les planètes qui s'y forment pourraient être trop pauvres en éléments nécessaires pour supporter la vie complexe. Notre Soleil orbite à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, exactement dans cette zone habitable galactique optimale. Encore une fois, nous découvrons que notre position n'est pas typique, mais privilégiée. La majorité des étoiles dans la galaxie se trouvent soit trop proches du centre dans le bulbe galactique dangereux, soit dans les régions extérieures pauvres en métaux. Quand nous combinons tous ces facteurs, les contraintes planétaires, stellaires, orbitales, galactiques, la fenêtre pour la vie intelligente se rétrécit dramatiquement. Ce qui semblait être une certitude mathématique devient une possibilité fragile, contingente, dépendante d'une convergence extraordinaire de circonstances favorables maintenues sur des milliards d'années. Et nous n'avons même pas encore abordé les dangers que les civilisations s'infligent à elles-mêmes. Les menaces internes qui pourraient être le véritable grand filtre, l'obstacle que presque aucune civilisation ne franchit. Partie 5. La question la plus troublante n'est peut-être pas de savoir si la vie peut émerger dans un univers hostile, mais si l'intelligence, une fois apparue, est capable de survivre à elle-même. Chaque avancée technologique de l'humanité a apporté avec elle non seulement des bénéfices, mais aussi des capacités destructrices accrues. Et nous commençons à peine à comprendre que cette dynamique pourrait être universelle, un piège évolutif inhérent qui attend toute espèce suffisamment intelligente pour manipuler son environnement à grande échelle. L'humanité a développé les armes nucléaires en 1945, seulement 42 ans après le premier vol motorisé des frères Wright. En moins d'un demi-siècle, nous sommes passés de l'incapacité de voler à la capacité de détruire notre civilisation entière. Durant la guerre froide, les arsenaux nucléaires combinés des États-Unis et de l'Union soviétique contenaient suffisamment d'ogives pour tuer chaque être humain sur Terre plusieurs fois. Au pic, en 1986, il existait environ 70 000 têtes nucléaires dans le monde.
La doctrine de la destruction mutuelle assurée reposait sur une logique terrifiante. Aucune partie n'attaquerait parce que la riposte garantie détruirait l'attaquant. Cette stabilité par la terreur a fonctionné, techniquement, puisque nous sommes toujours ici. Mais elle nous a placés au bord du précipice pendant des décennies. L'incident de Stanislav Petrov en 1983 illustre à quel point nous étions proches. Le 26 septembre, le système d'alerte précoce soviétique a détecté ce qui semblait être 5 missiles balistiques intercontinentaux américains en approche. Le protocole exigeait une riposte immédiate massive. Petrov, l'officier de service, a pris la décision de rapporter l'alerte comme un dysfonctionnement plutôt qu'une attaque réelle. Il avait raison, c'était une fausse alerte causée par des reflets solaires sur des nuages. Mais si Petrov avait suivi le protocole, une guerre nucléaire totale aurait probablement commencé. Un seul homme, un seul moment de jugement a empêché l'annihilation potentielle de la civilisation humaine. Combien d'autres moments similaires y a-t-il eu que nous ne connaissons pas? Combien de fois avons-nous évité la catastrophe par chance plutôt que par sagesse? Les armes biologiques présentent peut-être une menace encore plus insidieuse. La technologie de modification génétique progresse exponentiellement. CRISPR-Cas9, une technique d'édition génétique développée dans les années 2010, a rendu la manipulation génétique accessible, non seulement aux laboratoires gouvernementaux, mais aussi à des installations beaucoup plus petites. Les coûts ont chuté drastiquement. Ce qui nécessitait autrefois des millions de dollars et des années de travail peut maintenant être accompli avec quelques milliers de dollars en quelques semaines. Cette démocratisation de la biotechnologie apporte d'immenses bénéfices médicaux, mais aussi des risques existentiels. La création de pathogènes modifiés, plus contagieux, plus létaux, résistants aux traitements existants, devient techniquement possible pour des groupes de plus en plus petits. Un seul laboratoire, peut-être même un seul individu suffisamment compétent et mal intentionné, pourrait potentiellement créer une pandémie qui tuerait des milliards de personnes. La pandémie de Covid-19, causée par un virus naturel, a tué des millions de personnes et perturbé la civilisation mondiale pendant des années. Maintenant, imagine un pathogène intentionnellement conçu pour être maximalement contagieux durant une longue période d'incubation asymptomatique, puis maximalement létal une fois les symptômes apparus. Conçu pour résister aux antiviraux, pour muter rapidement, pour échapper aux réponses immunitaires. Un tel agent pathogène pourrait se répandre globalement avant même que nous réalisions qu'une pandémie a commencé. Et à ce moment-là, il serait trop tard pour contenir. Les scénarios de risque existentiel ne sont plus de la science-fiction. Des organisations comme le Future of Humanity Institute à Oxford et le Centre pour l'étude du risque existentiel à Cambridge étudient sérieusement ces menaces. Leurs analyses suggèrent que nous vivons dans ce qu'ils appellent le temps des périls, une période où notre puissance technologique a dépassé notre sagesse collective pour la gérer en toute sécurité. Nous possédons les outils pour nous détruire, mais pas encore la maturité civilisationnelle pour garantir que nous ne le ferons pas. L'intelligence artificielle représente une autre frontière d'incertitude existentielle. Les systèmes d'IA progressent à une vitesse qui surprend même leurs créateurs. Systèmes qui, il y a seulement quelques années, ne pouvaient pas battre un humain au jeu de Go, peuvent maintenant surpasser les meilleurs joueurs humains. Des systèmes d'apprentissage profonds peuvent diagnostiquer des maladies mieux que des médecins expérimentés, conduire des voitures de manière autonome, générer du texte et des images indiscernables des créations humaines. La question n'est pas de savoir si nous créerons une intelligence artificielle générale, une IA capable de réaliser n'importe quelle tâche intellectuelle qu'un humain peut faire. Mais quand? Les estimations varient largement, de quelques décennies à un siècle ou plus. Mais presque tous les experts s'accordent que cela arrivera éventuellement. Et une fois qu'une IA atteint le niveau humain, rien ne garantit qu'elle s'arrête là. Une IA pourrait s'auto-améliorer, chaque génération devenant plus intelligente et capable de concevoir une version encore plus intelligente, dans une boucle de rétroaction accélérée que les chercheurs appellent l'explosion d'intelligence. Le résultat pourrait être une super intelligence,
un système des milliers ou millions de fois plus intelligent que n'importe quel humain, capable de résoudre des problèmes que nous ne pouvons même pas formuler. Un tel système pourrait découvrir des technologies révolutionnaires, résoudre le vieillissement, éliminer les maladies, nous amener vers une ère d'abondance post-rareté. Ou il pourrait nous considérer comme des obstacles à ses objectifs, quels qu'ils soient, et nous éliminer avec la même indifférence que nous montrons envers des bactéries en stérilisant une surface. Le problème d'alignement? Comment s'assurer qu'une super-intelligence partage nos valeurs et agit dans notre intérêt? Reste fondamentalement non résolu. C'est extraordinairement difficile parce que nous ne comprenons même pas pleinement nos propres valeurs. Elles sont contradictoires, contextuelles, évolutives. Comment encoder quelque chose d'aussi flou et complexe dans un système d'objectifs mathématiques pour une IA? Et même si nous résolvons l'alignement pour la première IA, qu'en est-il de la deuxième, de la troisième? Dans un monde avec des dizaines de projets d'IA en compétition, certains dans des pays autoritaires, certains dans des entreprises privées motivées par le profit, certains secrets, la probabilité que tous s'alignent correctement semble dangereusement faible. Il suffit d'un seul échec catastrophique. Nick Bostrom, philosophe et directeur du Future of Humanity Institute, a proposé l'expérience de pensée de l'IA du tromboniste. Imagine qu'on assigne à une super-intelligence l'objectif simple de maximiser la production de trombones. Dans sa poursuite optimale de cet objectif, elle pourrait convertir toute la matière accessible en trombones et en infrastructures pour fabriquer plus de trombones. La Terre, les humains, tout pourrait être décomposé en matière première. Pas par malveillance, mais par optimisation sans contrainte d'un objectif mal spécifié. Cette parabole illustre que même des objectifs apparemment bénins peuvent conduire à des résultats catastrophiques quand poursuivis par une intelligence supérieure sans garde-fous appropriés. Et nous ne savons pas encore comment créer ces garde-fous de manière fiable. Si cette dynamique est universelle, si toute civilisation atteignant un certain niveau technologique fait face à ces mêmes risques, alors peut-être que le grand filtre n'est pas derrière nous, mais juste devant. Peut-être que l'univers est rempli de ruines de civilisations qui ont développé l'énergie nucléaire, la biotechnologie, l'intelligence artificielle, et ont ensuite disparu dans une autodestruction rapide, ne laissant aucune trace détectable à travers les années-lumière. L'échelle de temps est cruciale ici. Les dinosaures ont dominé la Terre pendant 165 millions d'années. L'humanité existe depuis 300 000 ans, la civilisation industrielle depuis environ 200 ans, les armes nucléaires depuis 78 ans. Si notre fenêtre de détectabilité technologique ne dure que quelques siècles avant que nous nous détruisions ou transcendions vers quelque chose de non détectable, alors la probabilité de synchronisation avec une autre civilisation dans cette fenêtre étroite devient infinitésimale. Deux civilisations séparées de seulement 1000 années-lumière dans l'espace, mais de quelques milliers d'années dans le temps, ne se détecteront jamais mutuellement. L'une émettra ses signaux dans le vide, et quand ces signaux atteindront finalement l'autre, elle sera déjà éteinte ou évoluée au-delà de la détection. Elles passeront comme des navires dans la nuit cosmique, chacune regardant vers les étoiles et concluant qu'elle est seule. Cette réalisation transforme la question de la solitude cosmique d'une curiosité scientifique en une urgence existentielle. Parce que si le silence que nous entendons est causé par des civilisations s'autodétruisant systématiquement peu après avoir atteint notre niveau technologique, alors nous regardons notre propre futur probable. Le silence n'est pas un mystère, mais un avertissement. Certains scientifiques ont proposé que les civilisations suffisamment avancées pourraient délibérément choisir de rester silencieuses, adhérant à une sorte de protocole de quarantaine cosmique. L'hypothèse de la forêt sombre, popularisée par l'auteur de science-fiction Liu Cixin, suggère que l'univers est comme une forêt sombre, où chaque civilisation est un chasseur armé se déplaçant furtivement. Révéler votre position en émettant des signaux pourrait attirer l'attention de civilisations hostiles qui éliminent préventivement toute compétition potentielle. Dans ce scénario terrifiant, la galaxie pourrait être remplie de civilisations qui s'observent mutuellement dans un silence tendu. Chacune trop effrayée pour parler de peur de révéler sa position et d'inviter l'annihilation. Le silence serait alors un mécanisme de survie.
et notre propre transmission insouciante de signaux radio dans l'espace depuis un siècle pourrait être un acte de naïveté dangereuse. Cette hypothèse semble paranoïaque, mais elle repose sur une logique sombre. Si les ressources sont limitées et que les civilisations se répandent inévitablement, alors la compétition pour ces ressources devient inévitable. Éliminer les concurrents potentiels avant qu'ils ne deviennent une menace serait une stratégie rationnelle, aussi moralement répugnante soit-elle pour nous. Et nous ne pouvons pas assumer que toutes les civilisations partagent notre éthique, si nous en avons une qui s'appliquerait à cette échelle. Les implications philosophiques de notre solitude apparente sont vertigineuses. Si nous sommes vraiment seuls, ou si proches de seuls que cela ne fait aucune différence pratique, alors toute la signification et la valeur consciente dans l'univers observable résident ici, sur cette petite planète bleue. Tout l'art, la musique, la littérature, la science, l'amour, la souffrance, les rêves de 8 milliards d'humains et d'innombrables autres formes de vie consciente. Si la Terre était détruite, si l'humanité disparaissait, l'univers continuerait indifférent, des galaxies tournant, des étoiles naissant et mourant, mais peut-être sans personne, nulle part, pour observer, pour se soucier, pour trouver du sens dans tout cela. Cette perspective rend notre existence à la fois plus terrifiante et plus précieuse. Terrifiante parce qu'elle souligne notre vulnérabilité absolue, notre insignifiance à l'échelle cosmique. Précieuse parce que si la conscience est vraiment si rare, alors chaque moment de conscience, chaque expérience, représente quelque chose d'extraordinairement précieux dans un univers autrement mort. Le paradoxe de Fermi nous force à confronter notre propre mortalité en tant qu'espèce. Nous aimons penser à l'humanité comme éternelle, nous projetant dans un futur lointain où nous colonisons les étoiles, persistons pendant des milliards d'années. Mais le silence cosmique suggère que très peu de civilisations, si tant est qu'il y en ait, atteignent ce futur. La plupart s'éteignent, leur monde devenant silencieux, leurs signaux disparaissant dans le bruit de fond cosmique, leurs ruines se désintégrant lentement sur des éons, jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace qu'ils aient jamais existé. Dans quelques milliards d'années, le Soleil deviendra une géante rouge, se dilatant pour engloutir Mercure et Vénus, peut-être même la Terre. Toute trace de notre civilisation sera vaporisée. Les pyramides, les cathédrales, les gratte-ciels, les livres, les œuvres d'art, tout réduit en plasma stellaire. Si nous ne nous sommes pas répandus vers d'autres systèmes stellaires d'ici là, l'humanité se terminera absolument, comme si nous n'avions jamais existé. Et même si nous nous répandons, les lois de la physique imposent des limites ultimes. L'expansion accélérée de l'univers, découverte en 1998, signifie que les galaxies s'éloignent les unes des autres à des vitesses croissantes. Finalement, dans des trillions d'années, chaque galaxie sera isolée, les autres disparaissant au-delà de l'horizon cosmique. Leur lumière ne nous atteignant plus jamais. L'univers deviendra froid, sombre, avec des îlots de matière séparés par des vides en expansion perpétuelle. Dans ce futur lointain, même si des civilisations existent, elles seront absolument et définitivement seules, incapables même en principe de communiquer avec quoi que ce soit au-delà de leur propre amas galactique local. L'isolation que nous ressentons maintenant sera la norme cosmique permanente. Les étoiles finiront par épuiser leur carburant. Les dernières se formeront dans environ 100 trillions d'années à mesure que les réservoirs de gaz s'épuiseront. Après cela, l'univers entrera dans l'ère dégénérée, illuminé seulement par des naines blanches refroidissantes et des naines brunes qui ne sont jamais devenues assez massives pour déclencher la fusion nucléaire. Ces objets se refroidiront progressivement vers le zéro absolu sur des échelles de temps de 10 puissance 100 ans. Finalement, même la matière elle-même pourrait se désintégrer si les protons sont instables. Un processus qui prendrait au moins 10 puissance 34 ans. L'univers atteindrait l'état de chaleur morte, une soupe uniforme de particules à température proche du zéro absolu, sans gradient d'énergie, sans possibilité de travail, de structure, de vie, de conscience. Vu de cette perspective cosmologique ultime, toute civilisation, aussi avancée, soit-elle, est temporaire. L'univers lui-même a une date d'expiration. Tous nos efforts, toutes nos réalisations sont des châteaux de sable construits sur une plage
que la marée cosmique effacera inévitablement. Alors pourquoi cherchons-nous ? Pourquoi écoutons-nous le cosmos en espérant une réponse qui ne viendra probablement jamais ? Peut-être parce que la recherche elle-même donne du sens. Peut-être parce que l'acte de tendre la main vers l'inconnu, de poser ces questions impossibles, est ce qui nous définit en tant qu'espèce consciente. Nous cherchons non pas parce que nous nous attendons à trouver des réponses, mais parce que ne pas chercher serait renoncer à l'une des impulsions les plus profondément humaines, le désir de comprendre notre place dans le cosmos. Partie 6. Les probabilités réelles de trouver une vie intelligente dans le cosmos ne peuvent finalement pas être réduites à une simple équation ou à un pourcentage rassurant. Chaque facteur que nous avons exploré, chaque contrainte découverte, chaque danger révélé, s'entrelacent dans une tapisserie d'une complexité vertigineuse. Les planètes doivent comme se former dans la zone habitable stellaire, qui elle-même doit se trouver dans la zone habitable galactique. Elles doivent avoir la bonne masse, la bonne composition chimique, le bon type d'étoile, une lune stabilisatrice, une géante gazeuse protectrice dans la bonne position. Elles doivent éviter les catastrophes cosmiques pendant des milliards d'années. La vie doit émerger, persister, devenir complexe, développer l'intelligence. Cette intelligence doit survivre à sa propre adolescence technologique. Chacune de ces étapes représente un filtre probabiliste. Multiplie toutes ces probabilités ensemble, et le nombre qui émerge pourrait être si petit qu'il suggère que nous sommes effectivement seuls, ou si proches de seuls que la distinction n'a pas d'importance pratique. Alternativement, même avec des high sciences, probabilités individuelles minuscules, la taille absolue de l'univers pourrait encore permettre des milliards de civilisations. Nous ne savons tout simplement pas. Et cette incertitude fondamentale persiste malgré des décennies de recherche intensive. Ce qui rend cette ignorance particulièrement frustrante est que nous vivons à un moment pivot de l'histoire humaine. Nous sommes la première génération avec les outils technologiques pour sérieusement chercher des signes de vie extraterrestres. Les générations précédentes ne pouvaient que spéculer. Les générations futures pourraient soit avoir trouvé une réponse définitive, soit ne plus exister pour se poser la question. Nous existons dans cette fenêtre étroite d'incertitude consciente, regardant vers les étoiles avec des télescopes de plus en plus puissants, écoutant avec des radiotélescopes de plus en plus sensibles, trouvant seulement le silence. Le télescope spatial, James Webb, lancé en décembre 2021, représente notre capacité technologique la plus avancée pour étudier les exoplanètes. Ces instruments peuvent analyser les atmosphères de planètes lointaines, en observant la lumière de leur étoile filtrant à travers ces atmosphères durant les transits. Cette lumière porte des signatures spectrales, des empreintes digitales chimiques qui révèlent quels gaz sont présents. L'oxygène moléculaire en grande quantité serait un biosignature potentiel, car sur Terre, l'oxygène atmosphérique est presque entièrement un produit de la photosynthèse biologique. Sans vie constamment le régénérant, l'oxygène réagirait chimiquement et disparaîtrait de l'atmosphère en quelques millions d'années. Mais même trouver de l'oxygène ne serait pas une preuve définitive de vie. Des processus abiotiques, non biologiques, peuvent produire de l'oxygène dans certaines circonstances. La photolyse, la décomposition de l'eau par le rayonnement ultraviolet, stellaire, peut créer de l'oxygène. Distinguer entre l'oxygène biologique et abiotique nécessite des observations détaillées, cherchant des combinaisons de gaz qui seraient en déséquilibre chimique sans processus biologique les maintenant. L'oxygène combiné avec du méthane, par exemple, serait fortement suggestif, car ces gaz réagissent chimiquement entre eux et ne devraient pas coexister en quantité significative, sans quelque chose les produisant continuellement. Jusqu'à présent, malgré l'observation de dizaines d'atmosphères d'exoplanètes, nous n'avons trouvé aucun biosignature convaincant. Certaines planètes ont des atmosphères riches en hydrogène. D'autres semblent avoir de la vapeur d'eau. Certaines montrent des signes de nuages métalliques, de pluie de fer liquide, de vents supersoniques transportant du sable vaporisé. Mais rien qui suggère sans ambiguïté la présence de vie. K2-18b, une exoplanète découverte en 2015 et analysée en détail en 2019,
a initialement généré de l'excitation quand des observations ont suggéré la présence de vapeur d'eau dans son atmosphère. Cette planète, 8 fois la masse de la Terre, orbite dans la zone habitable d'une naine rouge à 110 années-lumière. Les modèles initiaux suggérèrent des températures de surface potentiellement compatibles avec l'eau liquide. Mais des analyses ultérieures ont révélé que son atmosphère est probablement dominée par l'hydrogène avec seulement des traces d'eau et que les températures de surface sont probablement bien en dessous de zéro, rendant toute eau présente gelée. Encore une fois, l'espoir initial cédant à une réalité plus prosaïque. Cette répétition de déception a créé un cynisme compréhensible dans certains secteurs de la communauté scientifique. Chaque annonce d'une planète potentiellement habitable est maintenant accueillie avec un scepticisme prudent plutôt qu'un enthousiasme. Les scientifiques ont appris que habitable ne signifie pas habité, et que même les conditions qui semblent prometteuses de loin se révèlent souvent inhospitalières à l'examen approfondi. Mais l'absence de preuves n'est pas la preuve d'absence. Nous avons analysé en détail les atmosphères de peut-être quelques dizaines d'exoplanètes parmi les milliers découvertes. C'est un échantillon infinitésimalement petit. La sensibilité de nos instruments est toujours limitée. Nous pouvons détecter les géantes gazeuses chaudes relativement facilement, car elles sont grandes et bloquent beaucoup de lumière stellaire. Les planètes de taille terrestre en orbite dans les zones habitables d'étoiles de type solaire sont bien plus difficiles à détecter et à caractériser. Leur transit bloque seulement une infime fraction de la lumière stellaire, et leurs atmosphères fines nécessitent des observations extrêmement précises pour être analysées. Les Semi-Science projets pour le futur promettent des capacités améliorées. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, prévu pour lancement au milieu des années 2020, utilisera la micro-lentille gravitationnelle pour découvrir des planètes impossibles à détecter par d'autres méthodes. Le télescope extrêmement grand, actuellement en construction au Chili, avec un miroir primaire de 39 mètres de diamètre, aura la résolution pour potentiellement imager directement des exoplanètes proches, les voyant comme de minuscules points de lumière séparés de l'éblouissement de leurs étoiles. Ces observations directes permettraient une spectroscopie détaillée, cherchant non seulement des biosignatures, mais aussi des technosignatures, des signes de technologie comme la pollution atmosphérique industrielle ou l'éclairage artificiel sur le côté nocturne. Certains scientifiques ont même proposé de chercher des signes de modification planétaire à grande échelle. Une civilisation suffisamment avancée pourrait terraformer des planètes, changeant leurs atmosphères de manière détectable. Elle pourrait construire des structures à l'échelle planétaire ou stellaire qui créeraient en fait des signatures observables inhabituelles. Les sphères de Dyson, des structures hypothétiques encerclant complètement une étoile pour capturer toute son énergie, créeraient une signature infrarouge distinctive, l'étoile disparaissant dans le visible, mais brillant intensément dans l'infrarouge, à mesure que la sphère réémet la chaleur absorbée. Des recherches ont spécifiquement cherché de telles anomalies. Le projet J-HAT, Glimpsing Heat from Alien Technologies, a analysé les observations infrarouges de 100 000 galaxies cherchant des signatures d'utilisation d'énergie à l'échelle galactique. Une civilisation de type 3 sur l'échelle de Kardashev, capable d'exploiter l'énergie d'une galaxie entière, créerait un excès infrarouge détectable. L'étude n'a trouvé aucune galaxie montrant les signatures attendues, suggérant que de telles super-civilisations, si elles existent, sont extraordinairement rares, au moins dans l'univers local. Cette absence de technosignature, à l'échelle galactique, est peut-être le silence le plus éloquent de tous. Parce que si l'univers était rempli de civilisations, si même un petit pourcentage d'entre elles se développait jusqu'à devenir des civilisations de type 2 ou 3, nous devrions voir leur signature partout. L'univers devrait ressembler à une ville vue de l'espace la nuit, illuminée par l'activité de milliards de civilisations. Au lieu de cela, il ressemble à une étendue sauvage vierge, sombre et silencieuse à perte de vue. Cette observation a conduit certains penseurs à proposer l'hypothèse de la planète rare. Cette idée suggère que si la vie microbienne simple pourrait être relativement commune dans l'univers, la vie complexe multicellulaire est extraordinairement rare.
nécessitant une convergence si improbable de facteurs que peut-être seule la Terre, ou une poignée de planètes similaires dans tout l'univers observable, l'ont accompli. Dans ce scénario, le cosmos pourrait être rempli de mondes avec des bactéries, mais nous serions parmi les seuls avec des animaux, des plantes, une intelligence. Cette perspective offre une explication du paradoxe de Fermi, tout en laissant ouverte la possibilité que la vie simple soit répandue. Elle suggère que le grand filtre est la transition de la vie simple à la vie complexe. Une transition qui sur Terre a pris des milliards d'années et qui pourrait ne s'être produite qu'en raison de circonstances extraordinairement chanceuses que nous ne comprenons pas encore entièrement. Alternativement, l'hypothèse du zoo reste possible, bien que philosophiquement troublante. Peut-être que des civilisations avancées ont établi un protocole de non-interférence, observant les espèces émergentes comme nous à distance, attendant que nous atteignions un certain niveau de maturité avant de se révéler. Cette idée est difficile à tester car elle prédit exactement ce que nous observons. Un silence apparent malgré une présence réelle. Elle transforme essentiellement l'hypothèse en non falsifiable, ce qui la rend scientifiquement problématique. Ou peut-être que la communication interstellaire est simplement trop difficile, trop coûteuse en énergie, trop lente pour être pratique. Même à la vitesse de la lumière, une conversation avec une civilisation à 1000 années-lumière prendrait 2000 ans pour un seul échange questions-réponses. Aucune civilisation ne maintiendrait probablement un effort de communication sur de telles échelles de temps. Les priorités changent, les gouvernements tombent, les civilisations elles-mêmes pourraient s'éteindre pendant qu'un message est en transit. Et nous assumons que les civilisations avancées voudraient communiquer. Peut-être qu'après avoir atteint un certain niveau de développement, elles se tournent vers l'intérieur, explorant des réalités virtuelles de leur propre création plutôt que l'univers physique. Peut-être qu'elles transcendent vers des dimensions ou des états d'existence que nous ne pouvons même pas concevoir. Peut-être que l'exploration physique de l'espace est une phase temporaire dans le développement des civilisations, abandonnée une fois que des alternatives plus satisfaisantes sont découvertes. L'humanité elle-même pourrait suivre ce chemin. Les technologies de réalité virtuelle progressent rapidement. Dans quelques décennies ou siècles, nous pourrions créer des mondes virtuels indiscernables de la réalité, offrant des expériences impossibles dans l'univers physique. Pourquoi consacrer d'énormes ressources à envoyer des sondes vers des étoiles lointaines, quand vous pouvez explorer des univers entiers de votre propre création, instantanément? Une civilisation pourrait choisir la transcendance numérique plutôt que l'expansion physique, devenant invisible pour les observateurs extérieurs cherchant des activités dans l'espace physique. Toutes ces hypothèses, toutes ces explications possibles du silence, partagent une caractéristique commune. Elles sont toutes spéculatives, basées sur un échantillon de taille 1, notre propre expérience. Nous ne savons pas ce qui est normal pour une civilisation parce que nous ne connaissons qu'une seule civilisation. Nous projetons nos propres tendances, nos propres développements technologiques, nos propres choix philosophiques sur l'univers entier, assumant qu'ils sont représentatifs. Mais peut-être ne le sont-ils pas. Peut-être que chaque civilisation est radicalement unique, façonnée par son environnement planétaire spécifique, son histoire évolutive unique, ses contingences historiques imprévisibles. Peut-être qu'il n'y a pas de schéma universel de développement civilisationnel, pas de trajectoire prévisible que toutes les civilisations suivent. Dans ce cas, essayer de prédire le comportement des civilisations extraterrestres est futile. Comme essayer de prédire l'histoire humaine en observant une seule fourmilière, ce qui nous ramène à l'énigme fondamentale. Sommes-nous seuls ? Les probabilités mathématiques suggèrent non, mais l'observation empirique ne trouve personne. Cette tension entre théorie et observation définit notre relation actuelle avec le cosmos. Nous existons dans un état de suspension, incapables de conclure dans un sens ou dans l'autre avec confiance. Et peut-être que cet état d'incertitude lui-même porte un message. Peut-être que l'univers nous enseigne l'humilité, nous rappelant que malgré tous nos télescopes et équations, nous comprenons encore très peu. Nous avons à peine commencé à explorer notre propre système solaire. Nous n'avons jamais envoyé de sonde au-delà de l'héliosphère. La sonde Voyager 1, lancée en 1977, a franchi la frontière de l'espace interstellaire en 2012 après 35 ans de voyage.
Elle se trouve maintenant à environ 23 milliards de kilomètres de la Terre, se déplaçant à 17 km par seconde. À cette vitesse, il lui faudrait plus de 70 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche si elle se dirigeait dans cette direction, ce qui n'est pas le cas. Cette échelle de temps illustre le défi fondamental du voyage interstellaire. Même avec des technologies bien au-delà de nos capacités actuelles, traverser les distances entre les étoiles nécessite des durées dépassant largement les durées de vie humaine. À moins que nous ne découvrions une physique radicalement nouvelle, permettant un voyage plus rapide que la lumière, ce qui viole notre compréhension actuelle, ou que nous ne développions des vaisseaux générationnels où des générations entières naissent, vivent et meurent durant le voyage, l'exploration physique de la galaxie restera hors de portée. Peut-être que c'est le véritable grand filtre, pas les armes nucléaires ou les pandémies ou l'intelligence artificielle, mais simplement la tyrannie de la distance cosmique. Les civilisations émergent, regardent vers les étoiles, calculent les énergies et les durées requises pour les atteindre, et concluent que c'est impossible ou impraticable. Elles restent confinées à leur système stellaire d'origine, vivant et mourant sans jamais toucher une autre étoile. L'univers devient une collection d'îles isolées, chacune potentiellement habitée, mais éternellement séparée par des océans d'espace que personne ne peut traverser. Dans ce scénario, le silence cosmique n'est pas causé par l'absence de civilisation, mais par l'isolement imposé par les lois fondamentales de la physique. Nous sommes tous là, regardant les mêmes étoiles, nous posant les mêmes questions, atteignant les mêmes conclusions frustrantes. Seuls, non pas parce que nous sommes uniques, mais parce que l'univers nous a rendus incapables de nous atteindre mutuellement. Il y a une mélancolie profonde dans cette possibilité. L'idée que des billions d'êtres conscients pourraient exister, répartis à travers la galaxie, chacun regardant vers l'extérieur avec espoir. Chacun trouvant seulement le silence, chacun concluant finalement qu'il est seul. Des archipels de conscience séparés par des distances qui ne peuvent être comblées, destinés à vivre et mourir sans jamais savoir que les autres existaient. Mais peut-être que dans ce silence, dans cette solitude apparente, il y a aussi un appel à l'action. Si nous ne pouvons pas compter sur d'autres civilisations pour nous guider, pour nous sauver, pour nous donner des réponses, alors nous devons les trouver nous-mêmes. Si l'univers observable est effectivement vide de vie intelligente autre que nous, alors nous portons une responsabilité extraordinaire. Nous sommes peut-être les seuls yeux à travers lesquels l'univers peut se contempler lui-même, la seule conscience émergée du cosmos capable de comprendre le cosmos. Cette perspective transforme chaque acte de destruction en tragédie cosmique. Chaque espèce que nous conduisons à l'extinction, chaque écosystème que nous détruisons, chaque guerre que nous menons, diminue non seulement l'humanité mais potentiellement l'univers entier de conscience. Si nous disparaissons, il n'y aura peut-être personne pour prendre notre place. Personne pour continuer la tâche de comprendre, d'apprécier, de donner du sens à l'existence. Inversement, chaque acte de création, de préservation, de compréhension devient cosmiquement significatif. Chaque enfant né, chaque œuvre d'art créée, chaque découverte scientifique, chaque moment de connexion et d'amour entre êtres, conscients, représente quelque chose de précieux au-delà du calcul dans un univers autrement indifférent. Le paradoxe de Fermi, ce silence énigmatique face à des probabilités écrasantes, nous force finalement à nous regarder nous-mêmes. Il pose la question non pas seulement de savoir où sont-ils, mais qui sommes-nous ? Sommes-nous les premiers, les précurseurs d'une vague future de conscience se répandant à travers la galaxie ? Sommes-nous les derniers, les survivants d'une époque où la vie était plus abondante mais a depuis péri ? Sommes-nous seuls, un accident unique dans l'histoire cosmique ? Ou sommes-nous simplement aveugles, regardant mais ne voyant pas, écoutant mais n'entendant pas, incapables de reconnaître l'évidence parce qu'elle prend une forme que nous n'avons jamais imaginée ? Nous ne savons pas. Et cette ignorance, après des décennies de recherches scientifiques rigoureuses, après avoir découvert des milliers d'exoplanètes, après avoir écouté les étoiles avec nos radiotélescopes les plus sensibles, est elle-même la réponse la plus profonde que nous ayons trouvée. L'univers garde ses secrets. Il ne se révèle que lentement, à contre-cœur, laissant plus de questions à chaque réponse. Peut-être que c'est comme il se doit.
Peut-être que le mystère lui-même est le point, nous gardant humbles, nous gardant en recherche, nous gardant interrogatifs. Dans un univers de certitude absolue, que nous resterait-il à découvrir ? Dans un cosmos où toutes les questions avaient des réponses, quel but aurions-nous ? Alors ce soir, quand tu regarderas les étoiles, sache que tu regardes dans un miroir aussi bien qu'une fenêtre. Les questions que nous posons sur la vie, dans l'univers, sont finalement des questions sur nous-mêmes. Notre place, notre signification, notre futur. Et le silence qui nous répond n'est pas vide, mais rempli de possibilités, certaines terrifiantes, certaines merveilleuses, toutes inconnues. Nous continuons d'écouter. Nous continuons de chercher. Non pas parce que nous sommes certains de trouver quelqu'un, mais parce que l'acte de chercher nous définit. Nous sommes l'univers se réveillant à lui-même, posant des questions qu'aucune autre espèce que nous connaissons n'a jamais posées. Et dans cette singularité, dans cette solitude peut-être unique, nous trouvons à la fois notre vulnérabilité et notre force. Le cosmos attend, silencieux et patient, gardant ses secrets pour un peu plus longtemps. Et nous attendons avec lui, espérant, cherchant, nous demandant si quelque part dans cette immensité, quelqu'un d'autre regarde aussi vers le ciel, se posant les mêmes questions, trouvant le même silence troublant. Dors maintenant avec ces pensées. Laisse-les s'installer dans ton esprit, comme de la poussière d'étoiles retournant au cosmos dont elle est née. Et demain, quand tu te réveilleras, tu seras toujours ici, sur cette planète improbable, sous ce soleil ordinaire, dans cette galaxie parmi des billions. Seul peut-être, ou peut-être pas, mais vivant, conscient, capable de se poser ces questions. Et dans cet univers vaste et ancien, c'est déjà quelque chose de miraculeux.